Le débat est organisé par le CODAT, que tout le monde connaît, mais je dis quand même que c'est le Centre de conseil d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme. Nous avons aujourd'hui la chance de compter sur la présence de Paola Daher, qui est représentante à l'ONU de l'Institut Caire, pour les études sur les droits de l'homme. Elle est aussi membre du collectif féministe libanais Nazawiga. Voilà. Et on a aussi la présence de Madame Patricia Schultz, qui est experte et elle est membre du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l'ONU. Elle a notamment participé aux travaux pour la ratification par la Suisse de la Convention de l'ONU contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elle a été aussi directrice du bureau fédéral, je crois, à Berne. Alors je dis bien le nom, c'est le bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes entre 1994 et 2010. Donc on a beaucoup d'expertise ici, mais on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'expertise parmi vous, parce que on compte aussi sur une vingtaine de jeunes qui sont venus de beaucoup de pays d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. Il est où, Ralph? Ah, voilà les Caraïbes. Quoi? Ah, et de l'Amérique du Nord, oui, on a une Canadienne aussi. Salut. Voilà, donc ça va être très riche. Il s'agit des jeunes qui sont engagés, qui sont activistes dans la lutte des droits de l'homme, et dont une bonne partie travaille sur la thématique de la discrimination envers les femmes. Et en plus, on a le public genevois qui s'intéresse aussi, donc je crois qu'on aura beaucoup à échanger. Avant de commencer, je me permets juste de rappeler un peu la logique. Il s'agit de prendre cette thématique qui est complexe, parce qu'on pense souvent juste, je sais pas, au viol, à la violence ménagère, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça vaut le coup de la vulgariser, d'en parler, d'en réfléchir dans une ambiance peut-être conviviale. Pour essayer de mieux comprendre, de partager nos expériences et peut-être d'évoquer des solutions, d'évoquer des possibles pistes d'action, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je ne vais plus parler, je vais donner la parole à Paola, qui va peut-être en 10 minutes nous parler depuis son expérience et depuis son travail, quels sont les principaux défis, quels sont les principaux enjeux de la lutte contre la violence envers les femmes aujourd'hui. Et puis ensuite, on va passer au débat avec vous. Oui, bien sûr, mais je veux dire, beaucoup après. Paola. Merci Fernando, et merci à vous tous d'être là. Comme Fernando l'a dit, je travaille à l'Institut du Caire pour les études sur les droits de l'homme au bureau de Genève, et je suis la représentante du plaidoyer, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est relation avec les Nations Unies et les missions permanentes à l'ONU des différents États qui sont présents ici à Genève. Comme on avait discuté plus ou moins, ce que j'aimerais faire, c'est juste souligner les principaux défis par rapport à la violence contre les femmes, aux violences faites aux femmes plutôt, et puis peut-être parler de quelques pistes d'action que les ONG peuvent faire, puisque d'après ce que je comprends, vous faites tous partie d'organisations différentes dans vos pays. Et donc, juste pour vous donner quelques exemples de comment est-ce qu'on peut agir avec les institutions de l'ONU. Donc, en termes des différents défis qu'on peut trouver, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire les contextes européens et moyen-orientaux. J'aimerais juste souligner que les défis face aux violences faites aux femmes et à la discrimination à l'égard des femmes se retrouvent à tous les niveaux dans toutes les sociétés. Parce que le patriarcat est universel et il se retrouve selon différents contextes,
plus ou moins sous différentes formes, mais les valeurs patriarcales se retrouvent dans toutes les sociétés, sans exception, et affectent les sociétés dans leur ensemble à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit Fernando, c'est pas juste une question de viol par exemple, mais il y a des discriminations et des violences qui sont faites aux femmes au niveau des droits sexuels et de la santé reproductive. Et ça, c'est un gros défi auquel on doit faire face. Il y a un mouvement global, on a pu voir ça au Moyen-Orient, en Égypte par exemple, dans d'autres pays, mais également aux États-Unis, un mouvement qui vise à vouloir réguler ce que les femmes font de leur corps, et le plus souvent ce sont des hommes qui viennent et qui mettent des lois, des régulations, etc. sur des droits tels que le droit à l'avortement par exemple, ou simplement sur les décisions que les femmes devraient pouvoir prendre en leur âme et conscience, elles toutes seules. On essaye de leur imposer des choses. Donc il y a une espèce de contrôle sur le corps de la femme qui se fait, et il y a un retour vers ça. Il y a également un grand défi au niveau de la place de la femme dans la société. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment au Moyen-Orient. Il y a une espèce de retour en arrière. On essaye de remettre les femmes à la maison. Et ça s'est vu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, en Égypte, des viols collectifs qui ont eu lieu sur la place Tahrir et aux alentours, où des femmes ont été isolées par des gangs, par des membres de milices, on ne sait pas exactement si ces milices faisaient partie du gouvernement ou pas, qui ont été violées de manière extrêmement brutale, c'est-à-dire en utilisant des morceaux de verre, en utilisant des couteaux. Et c'était un signal très clair de la part de la société patriarcale pour faire revenir en disant aux femmes, tu étais dehors, donc tu l'as mérité. Tu étais dehors dans la manifestation, tu l'as mérité, la place de la femme est à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Égypte, c'est quelque chose qu'on voit en Tunisie un petit peu, et au Maroc et dans d'autres pays. Pas au degré, si on peut parler de degré, mais disons que l'expression de cette volonté de ramener les femmes à la maison la plus brutale pour le moment dans la région a été vue en Égypte. Et également, il y a des gros défis au niveau de la place de la femme, dans le monde du travail. Et juste pour vous donner un exemple, à Genève, sans aller plus loin, j'ai fait un petit sondage entre moi et mes amis et connaissances sur environ 15 jeunes femmes. Il y en a eu 2 qui n'ont eu aucune question ou aucune forme de discrimination à l'embauche par rapport à leur futur choix, si elles voulaient avoir des enfants ou pas. C'est-à-dire que moi-même, j'ai subi différentes pressions, par exemple, on me demandait si je comptais avoir un enfant, etc. Et plusieurs de mes amis aussi, et ça, c'est à Genève. Donc c'est quelque chose qui est toujours présent, même si les employeurs n'aiment pas trop le dire, c'est quelque chose qui est présent et c'est dans tous les secteurs. Donc voilà pour les défis principaux, et aussi en termes de droits économiques et sociaux des femmes, les politiques néolibérales, notamment dans les pays du Sud, qui ont touché les différentes couches de la population, mais comme les femmes sont en général les premières touchées par le chômage et la précarité de l'emploi, effectivement, et encore une fois, les femmes qui sont le plus touchées par ces politiques néolibérales imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans différentes sociétés des pays du Sud, des cas que je connais effectivement au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'interaction avec l'ONU? Alors, juste pour vous parler de mon expérience, je travaille majoritairement avec le Conseil des droits de l'homme et avec les mécanismes du Conseil. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez déjà interagi avec ces différents mécanismes, mais pour vous donner une idée, lors de chaque session du Conseil des droits de l'homme, des résolutions sont discutées, les États discutent de différentes résolutions, et cela se fait selon un calendrier thématique. Et donc, par exemple, en termes de production de résultats des différentes sessions du Conseil, en juin 2011, par exemple, il y a une résolution qui a été votée sur la violence contre les femmes. Comment ça a pu être utilisé par les activistes au niveau local? C'est-à-dire que les ONG et les activistes ont une influence à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant qu'ONG, préparer des briefings ou préparer des cas pratiques sur certaines problématiques, et vous pouvez les soumettre à différentes missions permanentes de différents États. En général, il y a un État qui pousse sur certaines problématiques. Donc si vous connaissez une ONG, par exemple, en tant qu'Institut du Caire, on travaille avec beaucoup d'ONG locales. Donc ce sont elles qui nous soumettent leur briefing, etc. Et nous, comme on est basé à Genève, c'est plus facile, on a un statut d'écosoc, nous les soumettons aux différentes ambassades ici.
Après, nous avons régulièrement des rencontres avec ces ambassades pour pousser pour que la résolution soit forte. Parce qu'on a vu certaines résolutions qui n'aident pas ou qui n'ont aucune substance finalement et qui ne font rien avancer sur le terrain. Nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte de faire du lobbying auprès des gouvernements pour qu'une fois que le vote arrive ou une fois que les négociations arrivent, les points principaux sont dans cette résolution. Une fois que la résolution est votée, à ce moment-là, vous, en tant qu'activiste, ce que nous, en tant qu'activistes, qu'on peut faire, c'est prendre cette résolution et demander des comptes à notre gouvernement. En disant, voilà, vous avez co-sponsorisé cette résolution, ou vous avez voté pour cette résolution, maintenant il faut agir en accordance avec ce que vous avez fait. Le Conseil des droits de l'homme a également différents mécanismes, par exemple les procédures spéciales. Donc les procédures spéciales, ce sont des mandats qui sont ou thématiques ou par pays. Et c'est le rapporteur spécial, par exemple, il y a un rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et un groupe de travail sur la discrimination faite aux femmes dans la pratique et dans la loi. Et donc ces deux procédures spéciales, les secrétariats se trouvent ici à Genève. Et c'est pareil, si vous avez un statut ECOSOC ou si vous êtes présent à Genève ou même depuis votre contexte local, préparez des soumissions. Toutes les adresses e-mail, etc. sont présentes sur les différentes pages. Si jamais après vous voulez venir vers moi, je peux vous donner des liens. Les soumettre en fait à ces différentes procédures spéciales. Il y a des formulaires, donc ça vous dit très clairement les informations dont ils ont besoin. Et les procédures spéciales, après, commencent à parler avec le gouvernement. Et c'est une bonne manière d'attirer l'attention de ces différentes procédures sur des cas. Maintenant, vous pouvez demander à ce que ces procédures fassent une demande officielle de visite dans les pays. Donc, pour vous donner un exemple très concret, par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, de ces viols collectifs de femmes qui manifestaient, on a fait un collectif d'organisations égyptiennes et on a préparé ensemble une soumission qu'on a soumise à ces différentes procédures spéciales, donc deux qui touchent à la violence faite aux femmes. Suite à ça, moi, en tant que représentante, puisque je suis la seule qui était à Genève, je suis allée voir les secrétariats pour donner plus d'informations et pour demander que le rapporteur spécial demande une visite officielle à l'Égypte. Donc là, on est en train de travailler là-dessus pour mettre de la pression sur le gouvernement égyptien pour qu'il sache qu'il y a des instances internationales qui sont en train de travailler sur la question. Ou alors, vous pouvez inviter, vous mettre avec d'autres ONG et inviter le rapporteur spécial pour une consultation. C'est-à-dire que ce n'est pas une requête officielle, donc le gouvernement ne peut pas officiellement dire non, et ce n'est pas au nom du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Donc finalement, c'est juste cette personne qui vient, mais ça reste d'une bonne façon, si vous voulez, pour le ou la rapporteur spécial, de venir et d'avoir, de rencontrer différentes organisations qui sont sur le terrain. Un autre mécanisme du Conseil des droits de l'homme, c'est la révision périodique universelle. À ce moment-là, donc en fait, juste pour vous faire un petit résumé de ce que c'est, si vous voulez, il y a un cycle et en fait, tous les 4 ans, je crois, tous les pays du monde voient leur statut des droits de l'homme et de tous les droits de l'homme revus au sein de l'Assemblée et des membres du Conseil des droits de l'homme qui revoient régulièrement les statuts des droits de l'homme dans différents pays. C'est un mécanisme, donc, comme tout le monde l'indique, universel. Et dans la préparation qui amène à la révision du pays, les organisations des droits de l'homme locales peuvent soumettre des rapports et peuvent soumettre encore une fois des briefings. Alors, ça, c'est une très bonne occasion déjà pour différentes organisations qui travaillent dans un même pays, mais qui ne travaillent pas nécessairement sur la même problématique, de se mettre ensemble et de travailler à un rapport. Donc, par exemple, au Liban, je sais que la révision était en 2010, si je me souviens bien. Les organisations des droits de l'homme sont mises ensemble et ont travaillé ensemble. Donc, il y avait des organisations féministes, des organisations de droits économiques, des organisations LGBT, etc., pour soumettre le rapport au Commissariat aux droits de l'homme qui va l'intégrer dans le rapport qui sera donné à la Troïka, c'est-à-dire aux 3 États qui vont se charger de faire le rapport final par rapport à la situation des droits de l'homme dans ce pays. Donc c'est aussi une possibilité pour vous d'aller sur la page du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de voir quand votre pays sera examiné.
et de regarder la deadline à laquelle vous pouvez soumettre des informations et vous organiser et la soumettre. Parce que disons que c'est un mécanisme qui a eu énormément de succès, entre guillemets, dans le sens où les États font très attention à l'image qu'ils projettent. Et pour vous donner juste un exemple, l'État du Bahreïn, qui a été très 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 décrié par rapport à son traitement de la révolution qui a maintenant lieu au Bahreïn, et notamment des cas de torture, etc., lors de sa révision, c'était l'année dernière si je me souviens bien, a vraiment ramené toute la délégation. Donc le ministère des Affaires étrangères, tous les hauts dignitaires du Bahreïn sont venus à la révision de leur situation des droits de l'homme, parce que justement, ils étaient tellement sensibles par rapport à l'image qu'ils projettent au niveau international. Donc il faut utiliser ces mécanismes pour vous faire entendre, pour attirer l'attention et faire en sorte que la pression soit accrue sur votre pays. Donc voilà, c'était très général, c'était donc les mécanismes de l'ONU, et puis après, si vous voulez, on peut ouvrir le débat. Peut-être avant de n'importe quelle question, donner la parole à Mme Schultz, parce que elle aussi peut peut-être nous parler de son travail comme experte à l'ONU, et aussi du rôle qu'ils peuvent avoir la société civile et les ONG sur l'expérience. Merci, bonsoir. Je vais dire que quand on m'a demandé si je voulais participer, je ne connaissais pas l'organisation qui vous a fait venir, vous, mais je me suis dit que c'était une occasion vraiment à saisir pour partager l'expérience que je fais actuellement. Et peut-être pour situer cette expérience, un mot d'introduction. J'ai été moi-même une activiste féministe à Genève. Je suis née ici et j'ai milité ici. Après ça, j'ai travaillé pendant des années dans l'administration fédérale suisse, donc j'ai vu une autre manière d'essayer de prendre de l'influence sur la réalité et sur les questions d'égalité entre hommes et femmes. Et maintenant, dans le cadre de l'ONU, je retrouve des ONG parce que nous travaillons beaucoup avec des organisations de femmes et des organisations de défense des droits humains. Donc voilà mon parcours, et je peux le dire d'emblée, ma conviction que sans les ONG, il ne se passerait rien du tout. Je peux totalement souscrire à ce que tu as dit, Paola. Il faut les activistes, il faut cet aiguillon, il faut pousser les États, il faut leur faire honte. Ce sont les moyens d'action, et il faut aussi leur donner envie de faire bien. Il faut vraiment, c'est shaming, naming, shaming, donner honte, mais aussi dire quand c'est bien, et essayer de donner de l'élan. Le thème de la violence à l'égard des femmes, c'est un thème qui est difficile et dans lequel je trouve qu'il y a un piège majeur qui est de montrer les femmes uniquement comme des victimes. Donc je voudrais vous dire, faites attention à ça. Sachez que ce sont aussi des survivantes, ce sont des lutteuses, ce sont des femmes courageuses qui essaient de se débrouiller dans des situations qui peuvent être intolérables. Et pour essayer de dire, il y a plusieurs formes de violence dont s'occupe le comité de l'ONU. Il y a d'une part la violence intrafamiliale, c'est souvent la violence d'un père envers ses enfants, en particulier envers les filles, c'est la violence du mari envers sa femme, c'est la violence du fils envers sa mère ou sa sœur. Ça, c'est des relations de violence intrafamiliale. Il y a les relations entre les partenaires, donc dans les couples. Il y a les violences dans la sphère publique, et ça peut être ce que tu disais, Paola, dans la sphère du travail. Le harcèlement sexuel est un exemple de violence à l'égard des femmes. Les hommes peuvent aussi être victimes, mais ils en sont beaucoup plus rarement les victimes. C'est la violence publique dans la rue, ce sont les viols qui sont commis dans la sphère publique. C'est la violence dans les conflits armés, internationaux ou internes. Et il y a des situations de guerre civile dans des pays. Il y a des pays comme le Mexique ou la Colombie qui mènent des politiques de lutte contre les cartels de la drogue et qui ont conduit à une militarisation de la société qui est gigantesque. Nous allons examiner la Colombie en octobre. Nous avons eu une séance préparatoire où des ONG colombiennes sont venues et on voit très très bien que c'est la politique qui a été menée
qui a entraîné une dégradation majeure de la situation des femmes avec des violences absolument inouïes de la part aussi bien des forces de police et de l'armée que des bandes mafieuses. Et puis, il y a des situations comme la RDC, avec des conflits qui n'en finissent pas, avec des difficultés qui sont absolument majeures. Et enfin, dernier point, l'exploitation sexuelle, la traite des êtres humains. Les femmes sont très fréquemment les victimes, et elles sont les victimes soit pour l'exploitation de leur travail, comme domestique par exemple, soit pour l'exploitation sexuelle dans le cadre de la prostitution forcée. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on travaille, et il faut savoir aussi que ces différentes formes de violence n'ont pas, pendant très longtemps, pas été reconnues. Le viol, oui, mais c'était plus une atteinte à la propriété du père ou du mari sur sa fille ou sa femme qu'une atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle et psychique de la femme elle-même. Et il a fallu énormément de travail, beaucoup de temps, et un activisme international de la part des organisations féminines pour que le thème de la violence à l'égard des femmes apparaisse comme un sujet de droits de l'homme. C'est la conférence de Vienne en 1993 qui reconnaît que les discriminations à l'égard des femmes sont des violations des droits humains, et c'est à partir de là vraiment que ce sujet ne sort plus de l'agenda politique et juridique. Dans le cadre des traités internationaux de l'ONU en matière de droits de l'homme, aucun ne concerne directement la violence à l'égard des femmes, ses différentes formes. Il n'y a que la CEDEF, la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, qui parle de deux types de violences, c'est la traite des êtres humains, la traite des femmes, et l'exploitation de la prostitution. Autrement, c'est le grand silence. Mais les traités, les documents internationaux peuvent être utilisés. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les deux pactes de l'ONU sur les droits civils et politiques d'une part, sur les droits économiques, sociaux et culturels d'autre part. Ils garantissent la vie, ils garantissent la liberté, la protection de la sécurité, la santé, etc. Donc ce sont des instruments internationaux qui ont été utilisés. Et bien sûr, la CEDEF est utilisée. C'est le traité qui est le plus proche de cette thématique. Et je voudrais rendre un hommage aux membres du CEDEF du passé, qui ont pris une initiative tout à fait extraordinaire, qui a été de reconnaître dans la violence à l'égard des femmes une forme de discrimination. C'est pas une évidence. Maintenant, on le dit comme ça, et puis pour tout le monde, c'est le mantra. La violence à l'égard des femmes, c'est une violation de leurs droits humains, c'est une forme de discrimination. Mais c'était complètement novateur. Et ça, c'est quelque chose que le comité a fait en 2 temps, par le biais de ce qu'on appelle des recommandations générales. Ces recommandations générales, ce sont des guides que le comité de la CEDEF, mais que d'autres comités font aussi des recommandations générales, et ils veulent guider l'interprétation et l'application des traités internationaux par les États. Il y a eu une première recommandation générale en 1989 et une deuxième qui est beaucoup plus souvent citée, qui est la recommandation générale numéro 19, qui définit ici, avec une interprétation tout à fait créatrice, la violence comme une forme de discrimination envers les femmes, violation interdite par la CEDEF. Et l'intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul État qui a protesté devant cette interprétation créatrice. Or, c'est par ce biais que le comité a créé pratiquement une nouvelle obligation pour les États, qui est « rendez des comptes, dites-nous, quand vous venez devant le comité pour votre rapport, pour dire comment vous appliquez cette convention, eh bien vous devez nous dire aussi ce que vous faites en matière de violence à l'égard des femmes, en matière de prévention, en matière de répression, en matière de compensation de la violence à l'égard des femmes. » Donc là, il y a eu vraiment un rôle tout à fait pionnier de ce comité.
Il a étendu son pouvoir de contrôle et ça a été très très nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que les ONG ont à voir avec ce comité, avec cet instrument de traité international, avec la recommandation? Merci. C'est gentil. Comme Paola l'a indiqué pour les mécanismes du Conseil des droits de l'homme, pour les comités de l'ONU et pour le CEDEF, je dirais en particulier, les ONG sont des partenaires incontournables. Les ONG peuvent présenter ce qu'on appelle des rapports alternatifs, un shadow report, qui dit, dans leur perspective, comment un État a appliqué la Convention pendant la période que l'on examine. Et puis ensuite, l'État vient devant le comité avec sa délégation et les ONG nous ont fait un briefing à l'avance, donc on sait quelle est la position que les ONG ont. On a reçu leurs documents à l'avance et on a un briefing formel et un briefing informel. Et le briefing informel est beaucoup plus long. Il se passe sur la pause de midi, la veille du jour où on reçoit un État, et on passe 1h30 avec, à peu près 1h30 avec les différentes ONG qui sont là, s'il y en a plusieurs, et elles nous présentent leur vue des choses. Et ce moment est souvent très bouleversant, et ce moment est très très important en termes d'infos, parce que c'est parfois là que l'on arrive à mesurer par la comparaison entre les informations que nous avons du gouvernement, donc les différents rapports du gouvernement, et puis on a aussi toute une documentation additionnelle qui est faite par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. On lit les rapports des rapporteurs spéciaux. On a vraiment, pour une session du comité, et on en a 3 par année, on a entre 2000 et 3000 pages par session. Donc on est bien documenté pour les différents pays. Et dans ces discussions informelles avec les ONG, c'est vraiment un moment où on peut cibler les interventions qu'on va faire le lendemain avec la délégation étatique. Donc c'est vraiment, je trouve, extraordinairement important comme rôle pour les ONG. Elles peuvent faire aller le questionnement dans une direction imprévue. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose à utiliser. Et nous avons un partenaire au CEDEF, nous avons une ONG qui nous sert d'interface avec le monde des ONG nationales, qui souvent sont des petites ONG, ce sont souvent celles qui arrivent à venir jusqu'à Genève, ce sont souvent des ONG qui ont relativement peu de moyens et puis qui n'ont pas encore d'expérience nécessairement avec ce monde de l'ONU. Et c'est un immense bastringue, l'ONU, c'est gigantesque et il faut avoir de l'aide et il faut des guides. Et là, nous avons la chance de travailler avec une ONG qui s'appelle, je vais vous le dire en anglais, c'est l'Action internationale de Watch, de surveillance des droits des femmes. Elle est basée en Malaisie et elle fait beaucoup de formations, elle fait beaucoup d'informations pour les ONG et elle les aide à faire leurs présentations, à cibler leurs rapports alternatifs. C'est vraiment une remarquable organisation avec un petit budget mais une formidable motivation, un formidable engagement. Voilà pour cette première partie de ce que je voulais vous dire sur la fonction principale du comité qui est examiner les rapports des États, nous disant comment ils mettent en œuvre la Convention. Plus rapidement, après cette étape, le comité fait des observations et des recommandations qui sont adressées à chaque pays. Donc c'est très spécifique, c'est par pays. Et les ONG vont avoir un deuxième rôle là, qui est dans la mise en œuvre, sur le terrain, des recommandations du comité. Et très très souvent, ce sont les ONG qui vont aiguillonner les différents ministères qui vont vers le gouvernement et qui rappellent effectivement les engagements et rappellent les recommandations qui ont été faites. Et là, je voudrais revenir à mon expérience d'administration fédérale. J'avais eu la responsabilité de coordonner
la mise en œuvre des observations du comité à l'égard du premier et deuxième rapport de la Suisse. Et je peux vous dire qu'on a eu de très, très nombreuses séances avec des ONG suisses pour les questions de formation, pour des questions de santé, pour la violence, pour les questions économiques, etc. Donc il y a vraiment, dans beaucoup de pays, une ouverture de la part du gouvernement. Et les ONG, dans certains pays, sont souvent celles qui ont l'expertise et la motivation d'aller faire quelque chose. Donc ça, c'est hyper intéressant. Un autre point que je voudrais signaler, et où les ONG ont aussi un rôle à jouer, c'est les communications individuelles. Le comité CEDEF peut recevoir des demandes venant de femmes ou de groupes de femmes qui estiment avoir été discriminées. Donc ça vaut pour le thème de la violence. Et ici, ce que les ONG peuvent faire, c'est soutenir une femme victime ou une organisation victime de discrimination et essayer de pousser le cas jusqu'au moment où il peut arriver devant le comité CEDEF. C'est assez technique, mais j'aimerais peut-être prendre un cas pratique qui a été un cas des Philippines. Une femme a été violée par son patron et elle a déposé plainte et la procédure judiciaire a duré 8 ans, au terme desquels le patron a été relaxé par le tribunal et c'était une femme juge. Je le souligne parce que les stéréotypes, on en a tous dans la tête, les hommes comme les femmes. La femme juge a estimé que, comme la femme victime était une femme intellectuelle qui avait une très très bonne formation, il était impensable qu'elle ait été aussi stupide que ça de se laisser violer. Donc elle n'avait pas été violée puisqu'elle était une femme très intelligente. Voilà. Alors, cette femme, Karen Vertido, elle est venue devant le comité. Et nous ne pouvions pas, évidemment, rouvrir le cas pénal. Ça avait été jugé par le tribunal des Philippines. Mais nous avons considéré que cette femme avait été victime d'un jugement biaisé, d'un jugement stéréotypé, et que les Philippines lui devaient réparation. Et c'est une très très longue histoire. Il n'y a pas encore eu la réparation, alors que la décision du comité date déjà de plusieurs années. Et ici, Karen Vertido n'aurait jamais tenu le coup s'il n'y avait pas eu les ONG. Je l'ai rencontrée en automne, en octobre. Elle est venue à Genève pour parler devant notre comité. Et c'était tout à fait clair. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a la possibilité d'action sur un plan collectif. Ça, c'est par les rapports alternatifs, c'est devant ces situations-là. Et il y a la possibilité d'action dans des cas individuels également. J'en reste là pour le moment.